Il fut un temps où les rues résonnaient de rires d'enfants, où la télévision s'éteignait après l'hymne national et où un simple goûter suffisait à notre bonheur. C'était la France des années 70, une époque de chaleur humaine, de simplicité et de petits plaisirs quotidiens que beaucoup n'ont jamais oubliés. Les foyers français des années 70 étaient de véritables cocons intergénérationnels. Les familles étaient souvent nombreuses, parfois même 4 générations sous le même toit. On partageait l'espace avec les grands-parents qui transmettaient leur savoir et leurs histoires du passé. Les maisons, bien que modestes, débordaient de vie. L'intérieur était caractéristique, les meubles en formica aux couleurs vives, ces tables de cuisine robustes avec leurs plateaux stratifiés, résistant à tout. Et qui ne se souvient pas de cette nappe en toile cirée à motifs fleuris ou à carreaux que l'on essuyait d'un simple coup d'éponge? Les buffets en bois sombre trônaient dans la salle à manger, abritant la vaisselle du dimanche, qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Les papiers peints aux motifs psychédéliques orange et marron habillaient les murs, tandis que les épais rideaux en velours protégèrent l'intimité familiale. Le soir, on se retrouvait tous au salon, écoutant le crépitement du radiateur électrique qui réchauffait l'atmosphère autant que les conversations. Dans cette France des années 70, le rôle de la mère au foyer était central et valorisé. Majoritairement, les mères ne travaillaient toujours pas à l'extérieur, consacrant leur temps et leur énergie à la gestion quotidienne de la maison. Elles étaient ces présences constantes et rassurantes qui rythmaient nos journées. Le matin, c'était elle qui préparait le chocolat chaud, fumant dans le bol arcopale, qui vérifiait que les cartables étaient bien préparés. À midi, elle accueillait les enfants pour le déjeuner, servant la soupe encore chaude dans des assiettes creuses. L'après-midi, c'était l'heure des devoirs sous sa supervision bienveillante, mais ferme. Le soir, la table était mise avec soin, le dîner préparé avec les moyens du bord, mais toujours avec amour. Ces mères connaissaient les remèdes de grand-mère contre la fièvre, savaient repriser les chaussettes trouées et trouvaient toujours une solution pour que le budget du mois tienne jusqu'à la paie suivante. Leur présence continue créait ce sentiment de sécurité qui nous semble aujourd'hui appartenir à un autre monde. La télévision, souvent encore en noir et blanc, était véritablement un objet sacré dans les foyers français. L'appareil, imposant comme un meuble, trônait dans le salon, parfois recouvert d'une petite nappe en dentelle et orné de photos de famille. Allumer la télévision était presque un rituel. Les émissions étaient limitées à quelques heures par jour avec seulement 3 chaînes. La première, la deuxième et pour les plus chanceux qui captaient bien, la troisième. Mais cette rareté rendait chaque programme précieux, attendu avec impatience. Les enfants se précipitaient devant l'écran pour l'île aux enfants avec le célèbre Casimir, pour Bonne Nuit, les petits, ou encore pour les aventures de Polly. Les adultes, eux, ne manquaient sous aucun prétexte au théâtre ce soir, avec ses décors en carton et ses acteurs en smoking. Le journal télévisé de 20h était un rendez-vous incontournable, regardé dans un silence respectueux. Et quand venait la fin des programmes, après la diffusion de l'hymne national et la myrrhe, la famille savait qu'il était l'heure de se coucher. Pas de zapping compulsif, pas de programme en continu, juste ces moments partagés devant le petit écran qui créaient une culture commune et des souvenirs indélébiles. Dans les quartiers des années 70, les portes restaient souvent ouvertes, symbole d'une confiance aujourd'hui presque inimaginable. Les enfants partaient jouer dans la rue dès le matin et ne rentrèrent qu'à la tombée du jour quand les parents appelaient depuis le pas de la porte. Personne ne s'inquiétait outre mesure. Les voisins veillaient naturellement sur tous les enfants du quartier comme s'ils étaient les leurs. On connaissait chaque habitant de l'immeuble ou de la rue par son nom. On savait qui faisait quel métier, qui avait des soucis de santé. Le facteur s'arrêtait pour discuter, le vitrier passait en criant « vitrier ». Dans les rues, et sa présence était un événement. Si l'on manquait d'un ingrédient pour le repas, pas de panique, on sonnait chez la voisine pour emprunter un peu de farine ou une pincée de sel. Les conversations s'engageaient sur le palier, autour du séchoir à linge ou au lavoir, encore présent dans certains quartiers. Les enfants étaient gardés par la voisine si les parents devaient s'absenter, sans question ni compensation financière. C'était naturel, on rendait service à son tour. Cette solidarité quotidienne créait un tissu social dense, une communauté réelle où l'entraide n'était pas un concept mais une pratique quotidienne. Les jeux d'enfants des années 70 avaient cette simplicité merveilleuse qui stimulait l'imagination. Les cours de récréation et les trottoirs se transformaient en terrain d'aventure sans limite. Les parties de billes étaient de véritables compétitions où les agates, les calots et les boulards changeaient de propriétaire au gré des talents. Les filles excellaient à la corde à sauter, rythmant leurs sauts par des comptines transmises de génération en génération. À la salade, je suis malade, au céleri, je suis guéri. Les osselets exigeaient une dextérité que l'on perfectionnait jour après jour. Qui ne se souvient pas des interminables parties de marelle dessinées à la craie sur le bitume ? L'élastique tendu entre les jambes de 2 joueuses permettait des figures acrobatiques dont la difficulté augmentait progressivement.
Les garçons jouaient aux petites voitures, majorettes sur des circuits improvisés ou s'affrontaient aux billes dans des parcours creusés dans la terre, le yo-yo, le diabolo, les patins à roulettes à 4 roues qui se fixaient aux chaussures. Tous ces jeux demandaient peu de moyens, mais beaucoup d'adresse et de persévérance. Les règles se transmettaient oralement, subissant parfois des variations d'une cour d'école à l'autre, créant ainsi des traditions locales que l'on défendait avec fierté. Les confiseries de notre enfance dans les années 70 étaient maintenant bien plus que de simples douceurs. C'étaient là des trésors qui rythmaient nos journées. Avec quelques centimes en poche, on se rendait chez le marchand de bonbons, souvent un bureau de tabac ou une petite épicerie du quartier. Derrière la vitrine, un monde coloré s'offrait à nos yeux émerveillés. Les carambars avec leurs blagues que l'on collectionnait, les roudoudous logés dans leurs coquillages en plastique qu'on léchait jusqu'à se blesser la langue, les sucettes Pierrot gourmand si grandes qu'elles duraient une éternité, les réglisses Zan nous noircissaient de la bouche, les fraises Tagada nous laissèrent les doigts poisseux, et les rouleaux de Pèse étaient autant appréciés pour leur contenant que pour leur contenu. Les chewing-gums Malabar venaient avec des images à collectionner que l'on échangeait dans la cour de récréation. Les bonbons Mistral gagnant, immortalisés plus tard par Renaud, les violettes de Toulouse au goût si particulier, les pastilles Valda que nos grands-mères nous donnaient quand nous toussions. Chaque bonbon avait son caractère, son histoire, son moment idéal de dégustation. Plus qu'un simple plaisir sucré, ces confiseries étaient des marqueurs sociaux, des monnaies d'échange, des récompenses, des consolations, de petits bonheurs accessibles qui ponctuaient notre quotidien d'enfant. Les petits commerces du quartier formaient le cœur battant de la vie locale dans la France des années 70. Chaque matin, la boulangerie diffusait l'odeur irrésistible du pain frais, ces baguettes croustillantes qu'on rapportait encore chaudes, souvent entamées avant même d'arriver à la maison. L'épicerie était tenue par un couple qui connaissait les habitudes de chaque client, proposant les légumes de saison en vrac pesés sur une balance à plateau, la boucherie avec sa sure au sol, son boucher en tablier blanc strié de rouge, qui offrait un morceau de cervelas aux enfants, pendant que les parents choisissaient leur rôti du dimanche. La mercerie où les dames achetaient fils, boutons et rubans, profitant de l'occasion pour échanger les dernières nouvelles du quartier. Le quincaillier qui vendait tout, de la vis à la lessiveuse, et donnait toujours un conseil avisé sur la réparation à effectuer. Le cordonnier dans son échoppe sombre aux effluves de cuir et de colle, capable de ressusciter n'importe quelle chaussure. Tous ces commerçants étaient l'un des personnages familiers qui participaient à notre éducation, nous appelaient par notre prénom, nous grondèrent parfois quand nous étions turbulents. Ils représentèrent bien plus que des points de vente. Ils étaient les gardiens d'un savoir-faire, les témoins de nos croissances, les confidents de nos parents. Leur disparition progressive a laissé un vide que les supermarchés, malgré leur praticité, n'ont jamais pu combler. L'école des années 70 gardait encore cette atmosphère d'antan, mélange de discipline stricte et de valeurs républicaines affirmées. Les salles de classe, souvent austères, étaient équipées de bureaux en bois massif, parfois encore munis d'un encrier en porcelaine, où l'on trempait la plume sergent-major. L'odeur d'encre violette, celle de la craie qui crissait sur le tableau noir, le parquet qui grinçait sous les pas du maître ou de la maîtresse. Tous ces détails sensoriels restent gravés dans nos mémoires. La journée commençait souvent par une leçon de morale écrite au tableau, suivie de la récitation des tables de multiplication en chœur. Les punitions étaient sans appel, le bonnet d'âne pour les cancres, les lignes à copier 100 fois, l'exposition au coin face au mur et parfois même la règle sur les doigts pour les plus dissipés. Le respect de l'autorité n'était pas négociable. Dans la cour, la cloche en fonte marquait la fin de la récréation, nous alignant instantanément en rang par deux avant de regagner la classe. Les cahiers devaient être tenus proprement, sans rature, avec une écriture appliquée à l'encre bleue. Les blouses grises ou bleues uniformisaient les élèves, gommant les différences sociales. Le certificat d'études primaires restait un objectif important, célébré par toute la famille. Malgré cette rigueur qui peut sembler excessive aujourd'hui, ces années d'école ont forgé en nous des souvenirs parmi les plus vivaces. Un socle commun de connaissances et d'expériences qui nous unit encore. La musique qui résonnait dans les foyers français des années 70 était le reflet d'une époque vibrante et insouciante. Les tourne-disques faisaient partie du mobilier essentiel posé fièrement sur une étagère du salon. On manipulait avec précaution les 45 tours et les 33 tours, soufflant délicatement sur leur surface pour éliminer la poussière avant de poser le bras de lecture. Claude François et ses Claudettes faisaient danser toute la famille sur Alexandrie Alexandra ou Le téléphone pleure. Joe Dassin nous faisait rêver avec l'été indien et les Champs-Élysées que tout le monde connaissait par cœur. La voix chaude de Mike Brandt séduisait les mères de famille avec Qui saura, tandis que Sheila avec Les Rois Mages ou L'école est finie réunissait toutes les générations. Michel Sardou remplissait les stades et divisait l'opinion avec Les Lacs du Connemara. Daniel Balavoine émergeait avec sa voix puissante et ses textes engagés. ABBA venait de Suède mais chantait en français pour conquérir notre marché. Les chansons de cette époque étaient de véritables histoires.
des mélodies que l'on pouvait fredonner, des paroles que l'on comprenait et qui parlaient à chacun. Les émissions comme Top A ou Système 2, présentées par Guy Lux, étaient des rendez-vous familiaux incontournables où l'on découvrait les nouveaux tubes. Dans les chambres d'adolescents, on enregistrait sur cassette les chansons diffusées à la radio, doigt sur la touche, pause, pour éviter la voix du présentateur. Cette musique n'était pas qu'un fond sonore. Elle était la bande originale de nos vies, le témoin de nos premiers émois, la mémoire collective d'une génération. Les vacances d'été représentaient le grand départ, ce moment attendu toute l'année par les familles françaises. Dès la fin juin, on s'activait aux préparatifs. La voiture familiale, souvent une R16, une 504, Peugeot ou une légendaire DS Citroën, était révisée pour le grand voyage. Le jour J, le père se levait aux aurores pour charger le coffre, un véritable puzzle où devaient tenir les valises en carton à coins renforcés, maintenues par des sangles, les glacières remplies de provisions, les serviettes, les jouets de plage et parfois même le chien. La mère préparait des sandwichs pour la route, enveloppés dans du papier aluminium et remplissait les thermos de café. Les enfants s'entassaient à l'arrière sans ceinture de sécurité, entre les oreillers et les jeux pour patienter. Et c'était parti pour des heures sur les nationales encombrées, dans la chaleur étouffante car la climatisation était un luxe rare. On ouvrait les fenêtres, créant un courant d'air assourdissant mais salvateur. Les pauses sur les aires de repos étaient des moments de délivrance. On dépliait la nappe à carreaux sur une table en bois, on sortait les œufs durs et le jambon, pendant que les enfants couraient enfin librement. Pour beaucoup, la destination était le camping avec sa tente Trigano ou sa caravane Sterkeman qu'il fallait installer dès l'arrivée. Les sanitaires collectifs, les nouveaux amis rencontrés au terrain de pétanque, les soirées dansantes au camping, ces vacances simples créaient des souvenirs impérissables, des albums photos pleins de couleurs passées qui témoignent encore aujourd'hui de cette insouciance estivale. La radio était véritablement la compagne fidèle de tous les instants dans les foyers des années 70. Le poste, souvent en bakélite, occupait une place de choix dans la cuisine ou le salon. Dès le matin, elle nous réveillait avec ses jingles entraînants et la voix familière des animateurs. France Inter, RTL, Europe 1 ou Radio Luxembourg berçaient nos journées de leurs programmes variés. Les bulletins d'information à heure fixe rythmaient le quotidien comme une horloge sonore. Il est 7 heures, voici les titres de l'actualité, annonçait gravement le journaliste, faisant taire instantanément les conversations familiales. Les concerts enregistrés nous faisaient découvrir les nouveaux talents, les feuilletons radiophoniques comme Les Maîtres du Mystère ou Signé Furax nous tenaient en haleine. Les émissions interactives où les auditeurs appelaient pour témoigner ou gagner des cadeaux créaient une communauté invisible mais bien réelle. Qui ne se souvient pas de La Valise RTL ou du Jeu des 1000 francs avec Lucien Jeunesse ? Dans les cuisines, les mères préparaient le repas en écoutant Anne-Marie Pesson ou Ménie Grégoire qui abordaient des sujets de société parfois tabous. Les adolescents, eux, attendaient impatiemment les hit-parades pour enregistrer leurs chansons préférées sur des cassettes audio, créant leur propre compilation. En voiture, pendant les trajets du dimanche, la radio racontait en direct les exploits de Bernard Hinault sur le Tour de France ou les matchs de football déclenchant des exclamations passionnées. À travers ces ondes, c'est toute la vie sociale, culturelle et politique de la France qui entrait dans nos maisons, créant un lien invisible mais puissant entre tous les Français. La mode vestimentaire des années 70 affichait une audace et une liberté qui reflétaient parfaitement l'esprit de l'époque. Les matières synthétiques triomphaient, le polyester, l'acrylique, le tergal, ces tissus qui ne se froissèrent jamais, mais qui, hélas, ne laissèrent pas respirer la peau. Les couleurs étaient éclatantes, parfois criardes, orange brûlé, vert avocat, marron chocolat, violet profond. Les hommes osaient les chemises à col-pelle à tarte, si grands qu'ils dépassaient des vestes, les pantalons pattes d'éléphant qui s'évasaient généreusement à partir du genou. Les cravates s'élargissaient jusqu'à atteindre des largeurs improbables, arborant des motifs psychédéliques ou des rayures audacieuses. Les femmes portaient des mini-jupes qui avaient révolutionné la décennie précédente, ou au contraire des jupes longues bohèmes. Les robes chasubles en velours côtelé se portaient sur des pulls à col roulé. Les collants étaient colorés, souvent ornés de motifs géométriques. Les plateformes ajoutaient des centimètres aux silhouettes, tant pour les hommes que pour les femmes, rendant la démarche parfois périlleuse sur les pavés. Les cheveux se portaient longs, pour tous, les hommes n'hésitaient de plus à arborer moustaches et favoris imposants, les pulls irlandais, les pantalons en velours côtelé, les blousons en vinyle, les débardeurs moulants. Chaque pièce avait son moment de gloire. Dans les familles à vie modeste, beaucoup de vêtements étaient encore faits main, tricotés ou cousus selon les patrons du catalogue Modes et Travaux, avec cette fierté de porter du fait maison qui n'avait pas encore cédé la place à la fast fashion uniformisée. Les publicités des années 70 ont laissé une empreinte indélébile dans notre mémoire collective grâce à leurs slogans accrocheurs et leurs mélodies entêtantes. Du pain, du vin, du boursin, scandé sur un air folk, faisait entrer ce fromage dans toutes les cuisines.
Quand c'est tropicaux, nous donnait soif instantanément. L'inoubliable Danette, on se lève tous pour Danette, faisait littéralement lever les familles de leur fauteuil dans leur salon. Le H Galac suggérait une expérience gustative presque mystique. Ces publicités avaient un charme naïf et authentique, loin du marketing ciblé d'aujourd'hui. Elles mettaient en scène des familles idéalisées, des ménagères comblées par leur nouvelle machine à laver, des enfants sages dévorant leurs céréales choc à pic. Diffusées à des horaires stratégiques, notamment avant et après « Bonne nuit les petits », elles s'ancrènent dans nos esprits durablement. Les voitures étaient-elles vantées pour leur robustesse ou leur élégance, plus que pour leurs équipements technologiques. Elle a vraiment tout pour elle, clamait-on à propos de la Renault 5. Les spots pour Myrlène qui lave plus blanc que blanc ou pour le savon Zest qui lave et les microbes s'en vont nous semblent aujourd'hui d'une simplicité désarmante. Ces publicités ont créé un langage commun, des références partagées par toute une génération. Elles témoignent d'une époque où la société de consommation s'installait mais gardait encore cette fraîcheur, cette capacité à s'émerveiller devant la modernité, loin du cynisme contemporain. Les repas de l'époque reflétaient une cuisine simple mais authentique, ancrée dans les traditions familiales. Le petit déjeuner se composait inévitablement de tartines de pain frais beurrées, parfois accompagnées de confitures maison préparées durant l'été avec les fruits du jardin ou du verger familial. Le chocolat chaud, préparé avec du lait entier et du chocolat en poudre, Banania ou Benko, fumait dans les bols décorés. Les déjeuners et dîners commencèrent souvent par une soupe, été comme hiver, poire aux pommes de terre, légumes du potager, vermicelle. Le plat principal était roboratif. Pot-au-feu, bœuf bourguignon, blanquette de veau, ces plats mijotés longtemps qui parfumaient toute la maison. Les coquillettes jambon constituaient le repas rapide par excellence, celui des soirs de fatigue. Le poulet rôti du dimanche était un rituel immuable, accompagné de ces pommes de terre rissolées dans le jus. Les légumes étaient souvent en conserve, petits pois et carottes casse-grains, haricots verts d'aussi, mais aussi ceux du jardin quand la saison le permettait. Le fromage, toujours présent, précédait un dessert simple, flan caramel, crème au chocolat maison, île flottante pour les occasions spéciales. Les yaourts étaient là parfois fabriqués dans la yaourtière SEB, fierté des cuisines modernes. Le pain, élément central, ne manquait jamais et servait à faire le canard dans la sauce. Ces repas n'avaient rien d'exotique, la pizza restait un événement rare, les pâtes se limitaient aux spaghettis bolognaises. Mais ils avaient le goût authentique du fait maison, préparé avec des ingrédients simples mais de qualité, sans additifs ni produits ultra transformés. Ils rassemblaient la famille autour de la table, moment sacré où la télévision était éteinte et où les conversations s'épanouissaient entre les générations. Les transports d'alors avaient cette lenteur assumée qui nous semble aujourd'hui presque inimaginable. La voiture familiale, souvent une 2 chevaux, une R4 ou une 504. Peugeot était un membre à part entière de la famille avec ses bruits familiers, ses odeurs caractéristiques de simili-cuir et d'essence, ses pannes récurrentes que le père savait réparer, capot ouvert sur le bord de la route. On la bichonnait le dimanche matin, la lavant au tuyau d'arrosage dans l'allée du pavillon. Pas de GPS ni de climatisation, on s'orientait avec la carte Michelin pliée et dépliée 1000 fois, ses routes nationales en rouge et départementales en jaune. Les voyages prenaient du temps, mais c'était justement ce temps qui construisait l'aventure. Les trains corail, avec leurs sièges en velours orange ou bleu, leurs compartiments où l'on faisait connaissance avec ses voisins de voyage, leurs fenêtres qu'on pouvait ouvrir pour sentir l'air des régions traversées, offraient une expérience sensorielle complète. Les gares étaient encore ces cathédrales vivantes, avec leurs tableaux d'affichage à volets qui claquaient à chaque mise à jour, leurs chariots à bagages, leurs annonces grésillantes dans les haut-parleurs. Les vélos Peugeot, MBK ou Mercier permettaient l'autonomie des adolescents, parcourant les petites routes sans casque mais avec cette liberté grisante. Dans les villes, les bus et les métros n'étaient pas climatisés, leurs tickets étaient compostés par des poinçonneurs en uniforme qui connaissaient tous les habitués. Les mobylettes motobécanes faisaient la fierté des jeunes de 14 ans, soigneusement bricolés pour gagner quelques kilomètres par heure. Voyager prenait du temps, demandait de la patience, mais cette lenteur créait des souvenirs, des rencontres, des découvertes que nos déplacements rapides d'aujourd'hui ne permettent plus. Les fêtes foraines et les kermesses d'école étaient ces parenthèses enchantées qui illuminaient l'année. Quand la fête foraine s'installait sur la place du village ou dans un coin de la ville, c'était un événement majeur. De loin, on apercevait déjà la grande roue qui se découpait sur le ciel, promesse d'aventure. L'odeur de barbe à papa et de churros nous guidait jusqu'aux allées où se succédaient les attractions. Les autotamponneuses provoquaient des fous rires et des rencontres entre adolescents. Le train fantôme, avec ses squelettes phosphorescents et ses bruits inquiétants, testait notre courage. Les stands de tir proposaient des lots en peluche disproportionnés que les garçons tentèrent de gagner pour impressionner les filles. La pêche au canard faisait le bonheur des plus petits, repartant fièrement avec un poisson rouge dans son bocal. Les kermesses d'école, elles, mobilisaient toute la communauté.
Parents et enseignants préparaient durant des semaines les stands. Chamboule tout, course en sac, pêche à la ligne. Les mères confectionnaient aux gâteaux et crêpes vendus au profit de la coopérative scolaire. Le spectacle de fin d'année, répété pendant des mois, montrait les enfants dans leurs costumes confectionnés par les parents, chantant des chansons apprises en classe. Ces événements créaient du lien social, rassemblaient les générations et offraient ces petits plaisirs accessibles qui illuminaient le quotidien. La simplicité de ces joies, leur caractère éphémère et pourtant cyclique, leur ancrage dans la communauté locale, tout cela a peu à peu disparu, remplacé par des divertissements plus sophistiqués, mais souvent plus solitaires. Les objets du quotidien des années 70, aujourd'hui disparus, étaient les témoins d'une époque où la technologie commençait à entrer dans les foyers tout en conservant une certaine robustesse mécanique. Le téléphone à cadran en bakélite noir ou beige trônait sur un guéridon dans l'entrée ou le couloir. Son grésillement caractéristique, le geste circulaire pour composer les numéros, l'attente entre chaque chiffre, tout cela créait un rapport au temps bien différent de l'immédiateté actuelle. La machine à écrire mécanique avec son ruban encreur qu'il fallait changer régulièrement, ses touches qui se bloquaient quand on tapait trop vite, le dingue de la fin de ligne et le geste pour ramener le chariot, elle occupait une place importante dans les foyers où l'on écrivait encore des lettres, des réclamations, des documents administratifs. Dans les classes, la carte de France accrochée au mur montrait une géographie immuable, les fleuves en bleu, les montagnes en marron, les grandes villes marquées d'un point rouge. Les élèves la contemplaient pendant les heures de dictée, mémorisant inconsciemment la forme hexagonale du pays. Dans les cuisines, la boîte à biscuits en fer, souvent décorée de motifs floraux ou de scènes champêtres, conservait jalousement les gâteaux secs du goûter. Le moulin à café manuel que l'on tenait entre les genoux remplissant la cuisine de son arôme incomparable. Le tourne-disque avec sa pointe en diamant qu'il fallait manipuler avec précaution. La règle à calcul qui permettait aux collégiens de résoudre des équations complexes avant l'arrivée des calculatrices. L'encyclopédie en plusieurs volumes achetée à crédit, fierté intellectuelle de la famille. Tous ces objets ont progressivement disparu de notre environnement, remplacés par des versions numériques plus efficaces peut-être, mais dénuées de cette présence matérielle rassurante, de ces gestes rituels qui structuraient notre rapport au monde. Dans la France des années 70, réparer au lieu de jeter était une philosophie de vie, ancrée dans les habitudes et les nécessités économiques. Le bricoleur du dimanche était une figure respectée, presque un statut social. Armé de sa caisse à outils Facom ou Mob et de sa blouse grise, il s'attaquait à tout. La fuite du robinet, la chasse d'eau capricieuse, le volet roulant bloqué, la mobilette qui tout sautait. Les manuels, Système D et le catalogue de la Redoute ou de Manu France étaient le C-Bible. On réparait les appareils électroménagers plutôt que de les remplacer. Le réparateur de télévision était un personnage important, arrivant avec sa mallette comme un médecin au chevet du poste malade. Il ouvrait l'arrière du téléviseur, remplaçait un tube cathodique, une résistance, et redonnait vie à l'appareil sous les yeux admiratifs de la famille. La couturière du quartier transformait les vêtements, raccourcissait les jupes selon la mode, reprenait les coutures, donnait une seconde vie au tissu. Les chaussures s'usaient mais se ressemelaient chez le cordonnier. Les meubles se transmettaient de génération en génération, réparés, poncés, repeints selon les goûts de l'époque. Cette culture de la réparation n'était pas qu'une question d'économie. Elle portait en elle une sagesse, un respect des objets et de leur histoire, une satisfaction de comprendre leur fonctionnement, de prolonger leur existence. Elle créait aussi du lien social. On s'échangeait des conseils, des outils, des coups de main. Tu ne saurais pas comment réparer une serrure ? Demandait-on aux voisins, amorçant ainsi des solidarités pratiques. Cette époque où l'obsolescence programmée n'avait pas encore de nom nous apparaît aujourd'hui comme un âge d'or de la durabilité. Ce ne sont pas seulement les objets ou les lieux qui nous manquent des années 70, c'est l'ambiance, la chaleur humaine et ce sentiment que le temps passait plus lentement, avec moins de stress, plus de liens, plus de vrai. La France des années 70 n'était certes pas parfaite, le confort était relatif, les hivers rigoureux dans les maisons mal isolées, les démarches administratives fastidieuses sans Internet. L'information était moins accessible, les voyages plus compliqués, la médecine moins avancée. Mais ce que beaucoup regrettent, c'est cette authenticité des rapports humains, cette présence réelle à l'autre qui caractérisait cette époque. On prenait le temps de discuter avec le facteur, de s'arrêter chez les voisins, de jouer aux cartes le dimanche après-midi. Les soirées n'étaient pas fragmentées par les écrans multiples, chacun dans son coin. On partageait une émission, un moment, une conversation. Les enfants connaissaient les limites, mais jouissaient d'une liberté aujourd'hui disparue, apprenant la vie au contact du réel plutôt que par écran interposé. Il y avait une forme de simplicité heureuse, une capacité à apprécier les petites choses. La première fraise du jardin, la promenade du dimanche, le film du soir. Le lien intergénérationnel était naturel, les grands-parents transmettant leur savoir aux petits-enfants, les familles se réunissant pour les événements importants. On vivait plus localement, connaissant mieux son environnement immédiat, créant un sentiment d'appartenance à une communauté concrète.
Le rapport au temps était différent, moins frénétique, plus cyclique, suivant le rythme des saisons et des traditions. Bien sûr, cette nostalgie idéalise peut-être certains aspects, gomme certaines difficultés. Mais elle témoigne d'un besoin profond, celui de retrouver du sens, du lien, de l'authentique, dans un monde qui semble parfois avoir perdu ses valeurs essentielles. Les années 70, avec leurs couleurs vives, leurs musiques entraînantes, leurs objets robustes, ne sont pas qu'un passé révolu, elles sont aussi une source d'inspiration pour imaginer un avenir où la technologie servirait davantage l'humain, où la rapidité n'éclipserait pas la profondeur, où le virtuel enrichirait le réel sans prétendre le remplacer. Alors, si tu as grandi dans les années 70, ces souvenirs résonnent certainement en toi avec une douce mélancolie. Et si tu n'as pas connu cette époque, peut-être peux-tu puiser dans son héritage quelques trésors de sagesse pour aujourd'hui et demain.